et bienvenue dans Fil Éco, l'émission économique qui revient sur l'actualité. Dans ce magazine, nous reviendrons sur les enjeux économiques du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Il était présenté officiellement ce jeudi aux équipes de France de BMX et de vélo sur piste. Et comme Noël approche, notre dossier de la semaine sera consacré aux entreprises de jeux de société dans le département. Elles réalisent leur plus gros chiffre d'affaires en cette fin d'année. Notre invitée de ce soir, Franca Loretti, est la responsable développement de Réagir. Bonsoir. Bonsoir. Votre association est une association intermédiaire. Elle aide à la réinsertion des personnes sans emploi. Vous avez sollicité 17 communes pour inclure des clauses d'insertion dans les marchés publics. Donc vous nous expliquerez dans un instant cette requête et en quoi cela peut aider votre action. On passe avant ça à l'actualité économique de la semaine. À moins d'un mois de l'ouverture officielle du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, les pros étaient invités à visiter la structure. Les membres de l'équipe de France de cyclisme sur piste ont pu tester les installations. Parmi eux, le vice-champion olympique Grégory Boger. Également présente l'équipe de France de BMX. Notre journaliste Anthony Reich en a profité pour demander aux institutionnels présents ce que le Vélodrome pouvait apporter au niveau économique. C'est un site qui doit vivre, qui doit bien vivre, un site qui doit être aussi investi par les habitants de Montigny, de Saint-Quentin. Donc c'est pour ça que, comme il est très polyvalent, chacun pourra trouver quelque chose à y faire, un intérêt particulier. La deuxième chose, avec le nombre de visiteurs qu'on souhaite avoir tout au long de l'année, tout ça aura des retombées aussi pour les restaurants, pour les hôtels, pour les commerces de Montigny. Il y a déjà des retombées économiques, sans qu'on puisse les faire, mais tout ce qui se passe autour à Saint-Quentin-Yvelines fait partie d'un ensemble dont le Vélodrome est un élément majeur, à côté de la fac de médecine, à côté de l'arrivée de Mercedes, à côté de l'école L'Estaca, à côté de tout le développement économique qui se fait à Saint-Quentin-Yvelines, dans toute la partie occidentale du plateau Saclay, c'est un élément majeur. Le mois de décembre, c'est évidemment la période des achats de Noël, mais dans les magasins de jouets, c'est aussi le sprint final de l'année. Renforcement des équipes, panier d'achat, les chiffres du Noël 2013 dans les rayons. C'est un reportage d'Anthony Reich, Élodie Moine et Patrick Jacques de Dixmude. 3 semaines avant l'ouverture des cadeaux, les rayons ne désemplissent pas. Pour faire face à la demande des listes de dernière minute, ce magasin de jouets a doublé ses effectifs. D'une vingtaine de salariés le reste de l'année, ils sont presque 50 pendant le mois de décembre. On travaille beaucoup avec des saisonniers, des travailleurs saisonniers effectivement, donc pas mal de jeunes qui sont intéressés par ce type de poste, des stagiaires aussi qui ça permet de découvrir le métier et donc du coup tout ça permet de créer une grosse équipe pour Noël. Oui. Armés de la liste, les parents repèrent les différents jouets avant de faire leur choix pour essayer de ne pas dépasser le budget de départ qui reste stable malgré le contexte économique. On étale par famille, donc on n'a qu'un enfant nous, donc ça va être 100, 150 euros quoi. Là j'y suis au dernier moment parce qu'on attend les payes, donc c'est un peu plus dur, donc oui, au dernier moment. Le budget sera autour, comme tous les ans, entre 180 et 200 euros par foyer. Donc le budget reste stable parce que les gens préfèrent se priver peut-être sur la nourriture et préfèrent privilégier les enfants. Pour ces deux enseignes, la course jusqu'à Noël a réellement débuté le dernier week-end de novembre. Le mois de décembre, quant à lui, représente environ 40 à 50% du chiffre d'affaires annuel des magasins de jouets. GTT, une PME basée à Saint-Rémy-les-Chevreuse, devrait entrer en bourse en février prochain. Cette entreprise spécialisée dans les membranes pour méthaniers a déposé sa demande auprès de l'autorité des marchés financiers. GTT est une filiale de GDF Suez, Total et Delman et Friedman. Ces deux derniers devraient revendre tout ou partie de leur part de la société. GTT emploie 344 personnes et sa technologie a déjà séduit 70% des méthaniers dans le monde. Le réseau Plateau de Saint-Quentin en Yvelines a 2 ans, un réseau lancé par la Chambre de commerce et d'industrie pour mettre en relation des grands groupes qui deviennent coacheurs et des PME qui sont coachés. 2 ans après, l'heure est au bilan. Catherine Zulato et Élodie Moine. Jean-François Bertin, en pleine discussion, il dirige un cabinet d'architectes avec 8 salariés. Ceux avec qui il échange sont comme lui chefs d'entreprise. Leur particularité, avoir intégré pendant 2 ans le réseau Plateau, ou comment un salarié de grand groupe a coaché des dirigeants de PME et de TPE, et au bout des 2 ans, c'est une réussite. 70 PME du territoire de Saint-Quentin et des communes avoisinantes et 12 grandes entreprises ont participé au réseau.
Nous avons réalisé une étude d'impact à la fin de ces 2 ans de programme et 88% des membres sont très satisfaits du programme et 96% estiment avoir renforcé leurs compétences managériales. Donc je pense qu'on peut dire que le bilan est positif. La réussite, c'est d'abord une méthode. Mailler grandes entreprises et PME autour de thèmes qui interpellent les ressources humaines, le développement commercial ou encore la gestion des finances. À nous de trouver des solutions avec la CCI. Alors, soit c'est de l'animation de réunion, soit c'est des intervenants qui sont spécialisés dans le sujet qu'on va adresser, soit c'est un panachage des deux, soit c'est de la mise en situation avec du co-développement. C'est plein de choses comme ça, plein d'outils. Quand ils sont en groupe comme ça, ils ont énormément de demandes. Donc derrière, si on en arrive en tant que cadre coach à faire sortir la demande et puis faire sortir la pratique associée, je dirais on a tout gagné. Jean-François Bertin reconnaît avoir beaucoup gagné à ces échanges. Il venait pour rompre, dit-il, la solitude du chef d'entreprise. Il a trouvé conseil et réconfort. Et les coachs des groupes arrivent avec une méthode, un raisonnement, un savoir qui leur est certainement transmis par leur staff et leur encadrement. Voilà, ça on l'intègre, on le digère, on essaye de le reporter à notre entreprise. J'ai trouvé plus que mon bonheur. D'abord, j'ai trouvé beaucoup de réponses et beaucoup de cheminement, et puis j'ai trouvé plein de copains. Parce qu'en fait, le groupe se soude, l'alchimie a bien pris entre les différents chefs d'entreprise. Et voilà, j'ai trouvé des gens qui avaient les mêmes problématiques que moi. Et puis il y a le gros apporte et le petit apporte au gros et le gros apporte au petit. Et ça, c'est très intéressant, quoi. C'est très enrichissant d'un point de vue personnel. C'est cette découverte. Ça te donne même envie d'entreprendre à plus petite échelle. Un vrai coup de cœur, décidément. Après 2 ans, le réseau plateau de Saint-Quentin en Yvelines va s'agrandir au-delà du département. À la mi-2014, il accueillera aussi les entreprises du territoire de Paris-Saclay. La fibre optique arrive dans la communauté d'agglomération de Versailles. Le nœud de raccordement optique d'où partiront les 30 km de fibres déployés sur les villes de Versailles, Viroflay et Le Chesnay a été inauguré ce lundi. Le groupe SFR s'est vu attribuer ce territoire par l'ASEP, l'autorité nationale de régulation des télécommunications. Les premiers raccordements devraient être opérationnels en juillet prochain, mais il faudra attendre 2020 pour couvrir l'ensemble du territoire. Pour rappel, ces installations permettront d'avoir un débit de données 100 fois supérieur à la technologie actuelle, seront alors possibles des temps de téléchargement plus rapides ou encore le Wi-Fi dans toutes les pièces sans perte de qualité. Le directeur des relations régionales de SFR revient sur l'enjeu de ces installations. Le principe effectivement donc, du déploiement des réseaux, qu'il soit horizontal ou vertical, parce que lorsqu'on monte dans les immeubles, on déploie évidemment de la fibre aussi optique, c'est effectivement gratuit pour la collectivité ou pour les copropriétaires. L'intérêt d'un opérateur comme nous, évidemment, c'est ensuite d'aller à la conquête des clients qui sont derrière. Bien entendu, en étant présent sur le terrain, on a une espèce de gap, un petit peu d'avance. Sur le département donc, des Yvelines, l'initiative privée, donc, les opérateurs privés, vont déployer 83% des besoins de la population. Vont couvrir les besoins de 83% de la population. Ça, c'est dans un horizon, effectivement, pareil, à l'horizon donc 2020, entre zones très denses et zones moins denses. Et puis le complément, celui des 17% donc, de la population non couverte par l'initiative privée, le sera par le biais du Conseil général qui lui lance une initiative publique pour couvrir effectivement les besoins en fibre optique de la même manière, pour couvrir les besoins donc, de ces populations qui sont plutôt sur la partie ouest du département et qui couvrent grosso modo les 4/5 du département. Pas de nouveau centre commercial à Coignières, c'est la décision de la commission départementale d'aménagement commercial. Le projet intitulé La Fabrique devait s'installer à proximité de Paris-Ouest, 11 000 m² accueillant 11 commerces. Crainte autour de la saturation du trafic et lacunes en termes de développement durable. Le trafic n'a pas convaincu. L'investisseur n'a pas encore fait connaître sa décision. Il pourrait faire appel auprès de la commission nationale. Et enfin, 100 000 € de smartphones, c'est le butin dérobé lundi soir à l'Apple Store du centre commercial Parly 2, au Chesnay. 3 hommes munis d'une arme de poing ont réussi à voler 147 iPhones dernier cri. Un complice les attendait sur le parking. Un braquage, heureusement sans violence. La police judiciaire de Versailles enquête sur cette affaire. Place maintenant à l'entretien.
Les élections municipales approchent, l'occasion pour de nombreux acteurs de suggérer aux élus des actions pour les inclure, par exemple, dans leurs promesses de campagne. C'est le cas de Réagir, une association d'insertion par l'activité économique. Elle est basée à Saint-Cyr. Nous recevons sur ce plateau Franca Loretti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable développement de cette association. Alors, pour commencer, un mot tout de même sur votre activité. Qu'est-ce qu'une association intermédiaire ? Alors, une association intermédiaire est une association loi 1901 qui accueille des demandeurs d'emploi en difficulté et qui les accompagne dans leurs projets professionnels. Alors, vous avez contacté 17 communes, c'est-à-dire l'ensemble du territoire sur lequel vous êtes actif. Que leur avez-vous suggéré ? Alors, nous leur avons suggéré d'utiliser ou de suggérer les clauses d'insertion dans les marchés publics. Alors, c'est-à-dire, en quoi les clauses d'insertion pourraient aider votre action ? Alors, en fait, les demandeurs d'emploi qui sont inscrits dans notre association et que l'on accompagne relèvent de l'insertion par l'activité économique et sont dans le cadre de certains critères qui relèvent de l'insertion. Ce sont des demandeurs d'emploi longue durée, ce sont des personnes en recherche d'emploi de plus de 50 ans, des jeunes de moins de 26 ans, ce sont des personnes qui sont aussi bénéficiaires du RSA. Donc il y a une liste exhaustive qui nous permet de les accueillir, puisque tout ça est réglementé. Et ces clauses d'insertion obligeraient finalement les entreprises avec lesquelles les mairies travaillent pour ces marchés publics à employer ces personnes ? Absolument, dans une mesure moindre, je dirais, mais évidemment, ces clauses d'insertion demanderaient aux entreprises qui réalisent des chantiers ou autres, ça peut être des chantiers, c'est beaucoup utilisé sur les chantiers de construction, mais ça peut être aussi sur des chantiers de nettoyage de locaux, sur des espaces verts par exemple. Des espaces verts ou autres. Ça n'est pas exhaustif, ça n'est pas Alors pour l'instant, est-ce que vous avez eu des retours positifs de certaines communes ? Alors oui, nous avons eu la grande joie d'avoir un courrier de la mairie de Saint-Cyr qui nous a signifié son implication je dirais presque immédiate et prochaine dans ce cadre. Donc on a été vraiment très très heureux de recevoir ce courrier. Nous avons aussi reçu, puisque nous on avait fait paraître dans un journal ce type d'offre, ce type de proposition. Voilà, on a communiqué sur cette action. Et nous avons reçu un appel d'un candidat cette fois sur la ville de Rambouillet, sur la ville de Rambouillet. Et ce candidat, mais nous lui avons donné les coordonnées de l'association qui œuvre sur ce territoire, qui est active. Et donc voilà, maintenant j'espère qu'il y aura d'autres retombées, parce que ça nous permet de donner des heures de travail. À des personnes qui sont souvent exclues finalement. C'est ça. C'est des personnes qui ne le feraient pas d'elles-mêmes en fait. Donc on est juste un lien entre l'entreprise et le demandeur d'emploi qui est en difficulté. Voilà. Alors, cette initiative permet également de faire parler de vous, de votre association, puisque ce n'est pas seulement les collectivités qui sont concernées. Non. Vous travaillez également avec des entreprises et des particuliers. Quels sont vos clients finalement principaux ? Alors les clients principaux, on a un peu plus de 50% de clients particuliers qui sont nos clients historiques dans le cadre du service à la personne, que ce soit pour repeindre un appartement ou faire du ménage ou bien du jardinage. Tous les services de proximité finalement. Absolument. Mais ce sont aussi des entreprises à vocation commerciale qui nous sollicitent pour diverses tâches qui sont très variées, qui peuvent être de la petite manutention à de la manutention un peu plus lourde, ou dans le BTP, tous les métiers du BTP aussi, ça peut être des électriciens, ça peut être des plombiers. Qu'ont les entreprises finalement à gagner, ou même les particuliers qui font appel à vous ? Pourquoi faire appel à vous plutôt qu'à une entreprise de lambda ? Alors évidemment, les personnes qui font appel à nous ont une action solidaire. C'est un terme très à la mode, mais là pour le coup, c'est quand même les heures d'insertion, les heures de travail, que l'on fournit à nos demandeurs d'emploi sont des heures qui vont les aider
dans le cadre de notre action qui est une action d'accompagnement. Donc là, on a pour le coup des personnes qui sont solidaires de notre action. Cela dit, il n'en reste pas moins que quand elles nous demandent un service, il faut qu'on rende ce service. Donc c'est à nous, associations intermédiaires, puisque l'on connaît nos demandeurs d'emploi, les demandeurs d'emploi que l'on accompagne, on travaille suffisamment leur projet professionnel pour pouvoir mettre la bonne personne au bon endroit quand une entreprise, une collectivité ou bien un particulier nous demande un service. Et ça peut être par exemple, si une personne est absente, un salarié est absent, on peut faire appel à vous et Absolument. comme une boîte d'intérim finalement. Alors, ça peut être aussi une solution. Oui, sachant que on accompagne les personnes, c'est là toute la différence. C'est que l'intérim social que l'on fait, c'est un outil pour l'accompagnement. C'est un outil pour l'accompagnement vers un emploi pérenne, bien évidemment. Alors, on va y revenir dans un instant. Au niveau des salaires, c'est vous qui les fixez, c'est les entreprises qui les proposent? Alors, on s'en tient à la législation. Hein. La législation nous demande la législation, c'est le droit du travail, nous dit que nous ne devons pas faire de différence de traitement. Donc, quand nous proposons une personne dans une entreprise, nous devons de savoir quel salaire l'entreprise verse à un employé à la même qualification. Exactement. Alors, vous suivez cette année 253 personnes. Oui. Alors, je crois que vous m'indiquiez 144 nouveaux en 2013, parce que vous pouvez suivre des personnes jusqu'à 2 ans. Votre objectif pour eux, c'est une sortie dynamique. Oui. Qu'est-ce qu'une sortie dynamique? Alors, une sortie dynamique, c'est aussi très cadré, hein, c'est relativement simple. C'est soit une sortie en formation qualifiante, soit une sortie en mission d'intérim relativement longue, soit un CDI. Donc ça, c'est le Graal. Voilà. Soit un CDD de plus de 6 mois, soit des contrats, ça peut être des contrats aidés aussi, mais là, ce sont des contrats de longue durée aussi. Donc voilà, en fait, la sortie dynamique, c'est arriver à une situation qui va pérenniser la situation économique de la personne. Alors, vous avez des chiffres assez bons? Oui. Les gens, au sens de la directe, oui. Voilà. Donc combien finalement ont une sortie positive parmi les personnes que vous suivez? Alors si on parle en pourcentage, on est à 70%. Dont la moitié en CDI? Dont la moitié en CDI, absolument. Donc ce qui est pas mal. Alors c'est vrai que notre métier, on n'est jamais satisfait parce qu'on voudrait que tout le monde sorte, mais ça n'est pas possible. Donc voilà, donc en fait, selon ce que l'on nous demande, puisque nous avons des objectifs de sortie qui sont vérifiés. Et si vous ne les atteignez pas? On peut être sanctionné sur les petites subventions sur les subventions qu'on a. Oui. Alors avant de venir d'ailleurs à votre financement, pour atteindre ces sorties positives, vous suivez régulièrement les personnes qui font partie de votre association. Il y a 2 formes de suivi, un suivi social et un suivi professionnel. Professionnel, absolument. Vous pouvez nous dire succinctement un petit mot là-dessus? Alors l'accompagnement social, c'est simple. Si on veut travailler, il faut déjà pouvoir lever les freins de garde d'enfants, les freins qui pourraient être une problématique de logement, une problématique de surendettement, toutes les problématiques qui vont empêcher une personne d'être disponible pour travailler le temps qu'il faut pour qu'il puisse avoir un salaire. C'est aussi simple que ça. Donc c'est très varié. Et puis un suivi professionnel pour voir si tout fonctionne bien dans l'entreprise. Le suivi professionnel. Juste un mot sur votre financement. Vous ne fonctionnez pas qu'avec des subventions? Non, bien sûr. Mais notre activité, on va dire, d'intérim social, c'est bien cela. C'est que nous donnons un service, nous fournissons un service à des clients. Nous avons des employés à ce moment-là, puisque les demandeurs d'emploi deviennent nos employés. On fait 130 fiches de paye par mois. Et bien évidemment, on reçoit un paiement du service rendu et c'est bien grâce aussi, en plus des subventions que l'on a. Donc en fait, on a à peu près 10 à 12% de subventions et le reste, c'est notre activité. Et on est bien dans l'insertion par l'activité économique. C'est là où ça prend tout son sens. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été présente sur notre plateau et appel du coup aux collectivités, entreprises particuliers qui voudraient faire appel à vous. Absolument. On passe tout de suite au dossier de la semaine. Il ne reste plus que quelques jours avant Noël. Parmi les entreprises qui réalisent leur plus gros chiffre d'affaires en cette fin d'année, les entreprises de jeux de société. Je vous propose de découvrir 2 sociétés yvelinoises connues bien au-delà de nos frontières. Un reportage réalisé avec Jonathan Villeman.
En cette période de fête, nous avons voulu nous intéresser aux entreprises de jouets. Dans les Yvelines, on compte de grands groupes, comme par exemple le siège européen de VTech Électronique, le site de distribution de Burago ou encore l'éditeur Asmodée. Pour ce magazine, je vous propose d'aller à la rencontre de créateurs de jeux de société. On commence tout de suite avec Santosphère. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'unité de production Santosphère. Merci. Vous nous emmenez pour une visite? On y va. Donc, nous commençons par le magasin. Cette usine basée à Saint-Arnoux en Yvelines est spécialisée dans les jeux de société créatifs, principalement autour de l'odorat. Nous voici dans le cœur névralgique de l'entreprise, le laboratoire. C'est ici que sont mélangées les matières premières pour obtenir les différentes odeurs et couleurs souhaitées, dont voici l'une des techniques, les tourneurs. Voilà, le produit est en train de s'imprégner progressivement en quelques heures ou quelques jours. Il va prendre sa texture définitive, donc devenir plus sec. Et à ce moment-là, on pourra le mettre dans des godets. Je pense que vous reconnaissez le... Non, vous sentez l'odeur? Ouais. Les créations sont effectuées par des chimistes à Paris, mais ces préparatrices assurent toute la production. Ces capsules contenant les mélanges sous forme liquide ou solide. Donc ici, en fait, tous ces remplissages vont rentrer dans à peu près 150 jeux différents, sachant que dans un jeu, on peut mettre jusqu'à 30, 40 produits conditionnés, voire, je crois, jusqu'à 60 le maximum. Donc il faut en faire beaucoup avant de pouvoir remplir toutes les boîtes, puisqu'on va ensuite faire plus d'1 million de boîtes sur l'année. Voilà. Donc ici, on arrive à des cadences à peu près de 3000 pièces à l'heure. Les capsules et les différents éléments des boîtes de jeu sont ensuite amenés jusqu'à cette chaîne d'assemblage. Ce tapis ne s'arrête jamais plus de 5 minutes. On tourne à entre 800 et 1600 boîtes à l'heure, en fonction des types de jeux. Et le contrôle visuel est très important chez nous. Comme vous pouvez voir, à la fin, il y a une personne qui vérifie une boîte sur 10. Donc, ce qui fait que nous avons 0,01% de notre production qui peut comporter des petits défauts. Voilà. Donc, nous sommes meilleurs que les Japonais. La réplique sonne comme une boutade, mais Santosphère souffre aujourd'hui d'une concurrence étrangère. Pour conserver une croissance positive, la société cherche à développer des nouveautés chaque année et à élargir son activité, au-delà des jeux autour de l'odeur, de l'aquarelle comme sur cette chaîne de production, ou encore la fabrication de bijoux. Combien de jeux sont fabriqués ici chaque année? 1,5 million. 1,5 million de jeux. Ouais. Ça représente quel chiffre d'affaires? On fait quasiment 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, vous y tenez, c'est du Made in France. Exactement. 80% même des composants sont fabriqués également dans l'Hexagone. Voilà. Mais vous exportez. Exactement. Donc nous exportons en Europe, aux États-Unis, un peu en Amérique du Sud et en URSS. Et la part de l'export dans le chiffre d'affaires représente à peu près une trentaine de pourcents. À sa création en 1989, l'entreprise n'était composée que de sa directrice générale, Véronique Debroise. Cette spécialiste de l'odorat a créé son premier jeu dans sa cuisine. Aujourd'hui, la société propose 150 références et emploie une trentaine de salariés, sans compter les intérimaires, très présents cette fin d'année où la production est triplée. Même Francis, le directeur du site, doit donner un coup de main. En bout de chaîne, les boîtes sont conduites au magasin où elles sont pesées, étiquetées et emballées. Elles seront vendues exclusivement dans des magasins spécialisés. Chaque jour, de 6 000 à 11 000 boîtes de jeux sortent de cette usine. Je vous propose maintenant de découvrir Cocktail Games, une société d'édition de jeux de société basée à Versailles. Voici Mathieu, le directeur, qui arrive. Je vous propose de le retrouver pour découvrir son secret de fabrication. Mathieu Despenoux est un grand enfant. Depuis toujours, il travaille dans le jeu. Dans les années 90, sa société propose aux entreprises des activités ludiques, comme ces grands jeux en bois. Pour offrir aux gagnants un cadeau original, il crée son propre jeu de société, Contrario. Un succès qui lui donne envie de développer cette seconde activité. En 2001, il lance Cocktail Games. Vous avez lancé tous ces jeux de société. Votre marque de fabrique, un petit peu, c'est ces boîtes en fer, disons. On édite des jeux en boîte métal depuis une dizaine d'années maintenant. On essaie de faire des petits jeux tout simples avec une idée maligne à l'intérieur. C'est vraiment ça l'idée, dont les règles se comprennent en 2 minutes, qui se jouent en 15. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps de jouer et ils sont extrêmement sollicités sur plein de loisirs différents. Donc on essaie de faire des petits prix avec des jeux tout simples. On aime bien faire des jeux idiots, ça marche très bien dans ce pays. Pour trouver un bon jeu de société, Mathieu sillonne les salons. Près de 300 propositions leur arrivent aussi directement par mail ou courrier. Gabriel est alors chargé de sélectionner les pépites. Et pour savoir si un jeu est bon, il faut tester. Et toute l'équipe est conviée.
Premier test, Mix, un jeu reçu par mail. Le but est de faire deviner en mimant, parlant ou chantant 2 personnages célèbres. À part Gabriel, l'équipe n'est pas très emballée. On passe au deuxième test, Match. Le but du jeu est de retrouver qui a les mêmes images que soi. Et pour cela, tout le monde décrit en même temps ce qu'il a dans la main. Alors, verdict? C'est vraiment sympa, ça marche avec tout le monde. C'est dans notre format de carte. Enfin, il n'y a aucune hésitation sur un jeu comme ça et normalement, ça doit marcher. Le prototype est actuellement en cours de finalisation. Le jeu devrait sortir en septembre prochain. La société sort de 6 à 12 nouveautés par an. Et le succès est au rendez-vous, un chiffre d'affaires d'1,4 million d'euros et une progression de 15% depuis 2 à 3 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, on vend 250 000 jeux par an et 80 000 sont vendus à l'export. Voilà, hors licence. En fait. On a une idée du nombre de pays dans lesquels Alors, vous exportez ? je ne sais pas, je pense que je dirais une vingtaine de pays différents à peu près. En fait, on vend jusqu'en Chine, au Brésil, en République balte, en Grèce, en Russie. L'attribution du meilleur jeu de l'année en juillet dernier pour leur jeu Hanabi a renforcé leur place à l'international. Donc, ce jeu-là s'est vendu à 500 000 exemplaires en 3 mois, si vous voulez. Donc un Spiel des Jahres, c'est grâce en fait à grâce à ce prix. C'est-à-dire qu'un Spiel des Jahres, ça fait vendre plus qu'un Goncourt en France, en fait. C'est un prix énorme, en fait. C'est un prix où voilà, vous avez en fait tous les médias allemands qui sont là. C'est relayé en fait par tous les réseaux de distribution allemands, etc. C'est une très très grosse machine. Et voilà, c'est formidable qu'une petite entreprise puisse obtenir ce prix. Sébastien et Gabriel, les graphistes, se chargent d'adapter les jeux français pour l'étranger et inversement. Par exemple, Sleeping Queens deviendra en France Perlimpinpin. On a refait les graphismes pour s'adapter au marché français et pour s'adapter aussi au format, qui est le format slim chez nous, boîte métal. En un petit coup de baguette magique Photoshop, on arrive à Sleeping Queens Perlimpinpin. Autre société yvelinoise a tiré son épingle du jeu, Asmodée. Elle possède près de 60% des parts de marché dans ce secteur en France. Toutes sociétés confondues, près de 12 millions de boîtes y seraient vendues chaque année. Et c'est la fin de ce Fil Éco. Je vous donne rendez-vous non pas la semaine prochaine, mais le 2 janvier. Et d'ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d'année.